matin. Avec cette question sur les EHPAD aujourd'hui qui sont régulièrement décriés, nous avons deux hommes en studio. D'abord Jean Arcelin, bonjour. Bonjour. Ancien directeur d'un EHPAD, de deux EHPAD plus précisément dans le sud de la France, et qui écrivait, racontait votre histoire. Vous avez été directeur pendant 3 ans, vous allez nous livrer votre témoignage dans un livre bouleversant paru aujourd'hui aux éditions XO. Avec nous également Romain Gisolme, bonjour à vous. Bonjour. Directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, ADPA plus précisément. Et puis nous aurons, je l'espère, aussi un témoignage à la fois d'aides-soignants, de familles, de patients et de pensionnaires avec nous. Vous êtes en tout cas, Jean Arcelin, le premier directeur, ancien directeur de maison de retraite, d'EHPAD comme on les qualifie aujourd'hui, à livrer à la fois votre expérience et votre déception. Vous savez, j'imagine que vous allez heurter avec ce livre qui est écrit, cela dit, avec beaucoup de sincérité. Je vais heurter peut-être, mais j'ai écrit ce livre comme un devoir. J'ai écrit ce livre pour moi, je pense aux résidents, en fait. Je pense aux résidents et je pense aussi au rôle des directeurs d'établissement, puisque c'est écrit dans la loi, puisque les rôles et les fonctions des personnes travaillant dans les établissements de santé sont décrits par la loi. Un directeur d'établissement doit animer un projet dynamique au bénéfice des résidents. Voilà. Dans cette phrase, je pense qu'il y a la loi, et tout est résumé, et ça n'est pas le cas. Donc moi, j'ai écrit ce livre pour nos résidents, et pas seulement pour nos résidents, mais aussi pour tous ceux qui sont concernés par les EHPAD, parce que on pense que les EHPAD concernent que des personnes âgées, c'est vrai que la moyenne d'âge c'est 90 ans, mais pas seulement. Moi j'avais dans mes EHPAD des personnes qui avaient mon âge, qui avaient été victimes d'un AVC massif. Bien sûr. En tout cas, si vous écrivez les choses avec tant de liberté, c'est que vous avez quitté cette fonction. Vous avez été longtemps directeur d'un grand groupe automobile, puis à l'occasion d'un changement de vie, vous avez décidé d'être aussi plus utile, j'imagine, à vos concitoyens, ouais. En embrassant ce métier de directeur de maison de retraite. Certains lanceurs d'alerte ont du mal aujourd'hui à assumer justement le fait d'avoir dénoncé des situations préoccupantes. On pense à cette aide-soignante notamment à Marseille. Vous pouvez le faire, vous êtes en capacité, vous, de dire moi, j'avais prévu passer le reste de ma carrière professionnelle dans ce secteur d'activité. J'ai été élevé par ma grand-mère, par mes parents, mais par ma grand-mère qui était très présente et que j'adorais. Et j'ai voulu, lorsqu'elle est décédée, j'ai commencé par faire du bénévolat en maison de retraite et ensuite j'en ai fait ma profession. Mais ça n'est pas ma profession d'origine, ça n'est pas ma formation. Moi, je suis diplômé de Subdeco. Et si j'ai cette liberté de ton, c'est que j'ai fait cette expérience pendant 3 ans. Et je l'ai arrêté. Mes collègues directeurs, pour lesquels, pour une large majorité d'entre eux, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font carrière dans le médico-social. Donc, ils n'ont pas cette liberté de ton. C'est pour ça, je pense que je suis le premier directeur qui parle. Mais je ne souhaite pas incriminer un groupe en particulier, parce que le groupe qui m'employait comptait des personnes de qualité. Et il y avait une volonté de faire de la qualité dans la prise en charge des résidents, mais pas suffisamment de moyens et surtout un impératif financier très, très grand. C'est ça le problème, Romain Gisolme, mais je vais vous faire réagir. Après, vous nous donnerez justement à la fois l'état des lieux, parfois l'enfer du décor dans ces EHPAD, qu'on appelle aujourd'hui EHPAD, plus maison de retraite. Ça, c'est une manière aussi assez coquette de dire qu'on a des établissements, des structures d'accueil, Romain Gisolme, qui sont plus les mouroirs d'antan. C'est pas toujours le cas. Ça reflète effectivement une évolution qu'il faut quand même relever depuis 15 ans maintenant de ces structures qui ont quand même gagné en qualité de façon certaine, comme dans l'aide à domicile, même si pour autant, effectivement, ça reste insuffisant au regard des attentes des personnes âgées et puis au regard des conditions de travail, effectivement, des professionnels, quels qu'ils soient. Que ce soit des aides-soignantes, des animateurs ou alors des directeurs, effectivement, tous dénoncent, au même titre que les familles et les personnes âgées elles-mêmes, des conditions qui sont encore insatisfaisantes, certainement du fait des moyens, comme l'évoquait Jean Arcelin. Donc, quand Jean Arcelin écrit dans son livre « Tu verras, maman, tu seras bien », qui apparaît aujourd'hui aux éditions XO, je n'avais aucune idée de l'envers du décor que j'allais découvrir, de ce cocktail délétère que forme la cupidité face à la plus grande vulnérabilité humaine. Vous comprenez ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dépendance et les EHPAD sont devenus un business et un marché.
En partie, parce que je vous rappelle que le secteur privé commercial dans ce domaine d'activité représente à peu près 20%, 25% de la profession. Donc vous avez 75 à 80% de la profession qui relève du public et de l'associatif. Donc c'est pas tant ça le problème majeur dans ce secteur. Le problème majeur, c'est que effectivement l'État n'a pas suffisamment investi la question de l'aide aux personnes âgées, que ce soit d'ailleurs en établissement ou à domicile de la même manière, pour permettre aux personnes âgées d'être correctement accompagnées ou autant qu'elles le devraient, permettre aux familles d'être suffisamment soutenues ou autant qu'elles le devraient, et permettre aux professionnels d'avoir des conditions de travail qui leur permettent de travailler correctement. Aujourd'hui, c'est le pensionnaire qui paye 60% du prix moyen mensuel de cette EHPAD. Je vais vous poser la question sur la cupidité sur le marché, parce que quand on tape, comme j'ai fait hier sur Internet, définition EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le premier site sur lequel on tombe, c'est ehpad.com. Il nous raconte la définition de l'EHPAD, comment ça marche. Et troisième occurrence, pourquoi investir un EHPAD ? C'est un rendement très attractif et net de frais, une fiscalité très avantageuse et un marché porteur. Voilà ce qu'on trouve quand même. On ne trouve pas de témoignages sur l'humanité qui entoure ces résidents, on ne trouve pas de témoignages d'aide-soignants ni de corps médical, on trouve du fric. Pardon, Romain Gisol. Mais Wendy Bouchard, moi je le regrette, qu'effectivement on ne trouve pas de témoignages de familles, de personnes âgées et de salariés pour dire combien ils s'investissent au quotidien, que ce soit encore une fois à domicile ou en établissement, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible au regard de ce que le permet, et notamment par le financement de la puissance publique qui est bien insuffisant. Après, vous me parlez de la question effectivement de rentabilité. Écoutez, oui, toute activité commerciale en France a une activité, a pour but de faire des bénéfices et d'être rentable. Mais ça, c'est le propre dans ce secteur d'activité comme dans tout autre secteur d'activité en France. Donc, et par ailleurs, sauf à ce que les Français décident demain de nationaliser l'ensemble des structures pour personnes âgées, ce qui n'est pas le choix des Français aujourd'hui, il n'y a pas de question à se... Bien sûr, sauf que pour être rentable, on fait des économies parfois de bout de chandelle qui sont indécentes, c'est ce que vous racontez dans votre livre, Jean Arcelin. Pas que dans le secteur privé. J'insiste là-dessus. On peut se poser la question du secteur privé commercial. Pas en général. Je vous rassure, les économies, elles se font de la même manière dans le secteur public et dans le secteur associatif. Jean Arcelin. Oui, si vous me permettez, par rapport à ce que vous avez dit, qui est très juste, sur les recherches Internet, je tiens à prévenir les familles qui cherchent un EHPAD pour un parent, qui vont, comme vous l'avez fait très justement, sur Internet. Les sociétés que l'on voit apparaître en premier sont soit des sociétés d'investissement, soit des sociétés de placement, qui sont des sociétés intermédiaires, qui vous font miroiter des places disponibles tout de suite. Ce qui est assez, assez honteux, parce que ces familles sont en urgence et elles sont en détresse, et donc elles rentrent dans ces sites et on vous demande en priorité vos coordonnées. Il faut savoir que ces sociétés se font grassement rémunérées par l'EHPAD final qui va accueillir le parent, et ce sont des sociétés qui, selon moi, ne servent pas à grand chose. Il y a un site où il faut aller, qui est un site d'État qui est formidable, qui s'appelle pourlespersonnesâgées.gouv. Si vous cherchez une place en EHPAD, allez sur pourlespersonnesâgées.gouv et aucun autre site, si ce n'est le site de l'EHPAD que vous aurez choisi. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, quand on tape EHPAD, c'est que des sociétés qui sont motivées par l'argent qui apparaissent. Pour ce qui est de la rentabilité, moi j'ajouterais vraiment, je suis tout à fait d'accord. J'ai fait du business pendant presque 20 ans et je suis tout à fait pour le business qui crée de l'emploi et qui fait prospérer le monde. Sous réserve. Vous travaillez dans l'automobile, pas dans l'humain. Sous réserve que les collaborateurs soient respectés. Et sous réserve que les prestations soient de qualité, que les grands groupes d'EHPAD privés dégagent des rentabilités qui ont explosé les 2 dernières années entre 50 et 400%, qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Et que par ailleurs, on refuse une animation crêpe de 50 € parce que vous avez dépassé le budget, que par ailleurs on vous refuse 2 postes d'AS en plus parce que ça n'est pas dans le budget, que par ailleurs on vous donne 4 € par jour pour nourrir un résident, petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation, goûter compris. Et ça public privé, c'est la même chose? Là, alors, oui, absolument. Oui. Absolument. Les 4 € qu'évoque Jean Arcelin, oui, bien sûr, vous les retrouvez également dans le public et dans l'associatif. D'ailleurs, aujourd'hui, en termes de
qualité, il n'y a aucune étude qui montre quelques corrélations entre le statut de l'établissement, c'est-à-dire qu'il soit public, associatif ou commercial, et le niveau de qualité qui est proposé. Et donc, oui, le site, effectivement, pour les personnes âgées.gouv est extrêmement intéressant parce qu'il permet de référencer, de trouver un certain nombre de structures pour personnes âgées ou services à domicile. Mais ce qui manque sur ce service de l'État, c'est précisément une évaluation de la qualité au regard des prestations qui sont proposées. Alors, on va vous donner des détails qui rappelleront peut-être le quotidien d'un de vos proches dans ces établissements. Il y a 750 000 Français qui vivent aujourd'hui en EHPAD, mais plus d'1 300 000 personnes en situation de dépendance. Je vais revenir par exemple juste après la pause sur ce chiffre, 4 € par jour pour nourrir un pensionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors que la moyenne pour s'offrir, entre guillemets, un EHPAD, c'est 2100 € par mois, mais il y a des prix beaucoup plus exorbitants. On fait le tour de la question sur ce sujet complexe avec la publication de votre ouvrage aujourd'hui, Jean Arcelin, Tu verras maman, tu seras bien, aux éditions XO. Et avec le témoignage de Delphine dans un instant qui a été confrontée à une question difficile, choisir un EHPAD pour sa maman justement. À tout de suite sur Europe. Comment vivent aujourd'hui nos parents et nos grands-parents dans les EHPAD et les maisons de retraite ? C'est le sujet de votre émission, Wendy Bouchard, jusqu'à 10h. Avec le livre de Jean Arcelin, qui a été directeur de 2 maisons de retraite dans le sud de la France pendant 3 ans, changement de vie, et puis finalement, vous étiez plein d'illusions, Jean Arcelin, mais vous avez renoncé. Renoncé face à la difficulté justement de concilier à la fois le traitement humain de ces nombreux résidents, dont vous racontez les caractères hauts en couleur, et c'est très émouvant, et puis cet impératif de rentabilité qui vous a dégoûté en réalité. Oui, moi j'ai fait ce métier pour des raisons, je dirais, humanitaires. J'ai fait du bénévolat et j'avais vraiment envie de... Ma grand-mère a fini ses jours dans un foyer logement qui était bien tenu, mais j'ai vu en la visitant la détresse de ces personnes seules. Il faut savoir que les résidents, pour les 2/3, n'ont pas ou peu de visites. Donc j'ai fait ce métier vraiment pour des raisons humanitaires. J'ai divisé mon salaire par 3. Donc c'est pas pour des raisons, c'est pas pour faire carrière. Je considérais que j'avais déjà fait carrière. Et je voulais être au plus près des résidents. Donc j'ai dormi dans cet EHPAD pendant 6 mois. Et donc quand on dort dans un EHPAD, j'ai assisté à tout. J'ai assisté au réveil, j'ai assisté aux fins de vie. Donc mon but, c'était vraiment d'apporter du réconfort, de m'impliquer totalement dans cette fin de vie pour qu'elle soit lumineuse, pour qu'elle soit heureuse. Voilà, c'était ça ma motivation. Et je ne pensais pas, mais j'étais vraiment à des années-lumière de penser que c'était un business qui était plus, je dirais, plus âpre que le business normal que j'avais connu avant. Je ne pensais pas qu'on ait une telle pression commerciale. Je ne pensais pas qu'on ait tous ces reportings quotidiens. Qui vous mettait la pression au quotidien ? C'était 2 établissements privés, en l'occurrence, que vous avez Oui, dirigé ? c'est le fonctionnement du groupe. C'est-à-dire qu'en clair, c'est simple. Vous devez être complet, vous devez remplir. Voilà, vous devez être à 100% de taux d'occupation. Il y a les directeurs d'EHPAD, ils ont un phare vers lequel ils doivent aller, c'est le TO, le taux d'occupation. Donc si vous êtes à moins de 90%, et moi je me disais à l'école, quand on avait 90%, ça fait 18 sur 20, c'est pas mal. Bon, eh ben non. 90%, c'était, vous passiez dans le rouge. Et quand vous passez dans le rouge, vous avez des mails incessants, vous devez faire des plans d'action, alors qui sont ridicules, parce qu'on peut pas comme ça, en un claquement de doigts, faire rentrer des résidents. Et après, il se passe, en fait, quand vous avez beaucoup de pression commerciale, vous avez des accidents. C'est ce que j'évoque dans le livre, et ce sont des derniers accidents qui sont intervenus dans le 2e EHPAD. Accidents de maltraitance ? Parce que, voilà, non, parce que vous recevez des résidents qui ne sont pas adaptés à votre structure. Moi, j'avais un EHPAD qui n'avait pas de secteur fermé, qui n'avait pas de structure de surveillance renforcée, et je ne pouvais pas accueillir tous les résidents. Vous avez des résidents qui peuvent être très agressifs, vous avez des résidents qui peuvent être, on appelle ça qui fuguent, donc je ne pouvais pas. Et sous la pression commerciale, j'ai accepté par exemple une dame qui avait des antécédents psychiatriques forts, et malheureusement cette dame s'est jetée au bout de quelques jours parce qu'elle avait été
pendant l'entretien, parce qu'on fait toujours des entretiens de préadmission, elle avait été shootée, en fait, un peu droguée par son mari, avec une dose massive de neuroleptiques. Au bout de quelques jours... Parce qu'il voulait s'en débarrasser, il faut dire les choses. Il voulait s'en débarrasser. Et puis vous étiez sous la contrainte de la rentabilité, donc il vous était acceptez. aussi dans la détresse, son mari, parce que vous avez beaucoup de familles qui sont dans la détresse, parce qu'ils doivent trouver des places en urgence. Il voulait à tout prix trouver... Il pleurait, ce monsieur, dans mon bureau. Donc j'ai dit, OK, on l'a prise pendant 3 jours, je n'aurais jamais dû la prendre, c'était ma responsabilité. Et cette femme, au bout de quelques jours, s'est littéralement jetée sur une résidente qui était en grande dépendance et dans un fauteuil roulant, qui était très âgée, et lui a arraché une moitié de la bouche. Voilà. Cette résidente est décédée, il faut le dire. Voilà, et qui est décédée quelques jours plus tard. Oui. Ce sont des choses qui arrivent et je n'aurais jamais accepter cette résidente, même si c'est ma totale responsabilité. Hein. C'est pas le groupe qui m'a dit il faut la prendre. Mais sous la pression, vous acceptez des personnes qui ne sont pas forcément adaptées à votre structure et qui créent des dégâts. Évidemment, moi je pense à tous ceux qui écoutent cette émission, qui ont des proches en maison de retraite et qui peuvent s'alerter et s'alarmer. Heureusement, ce n'est pas le quotidien de l'essentiel de ces structures, mais vous mettez en garde justement parce qu'il faut de la surveillance, il faut de l'encadrement. Romain Gisol, vous êtes directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Aujourd'hui, parce que dans le livre de Jean Arcelin, il en est beaucoup question, du ratio d'aides-soignants par pensionnaire. On est à combien ? Combien d'aides-soignants par pensionnaire dans ces établissements ? 2 fois moins que ce qu'il faudrait. Ouais. 2 fois moins que ce qu'il faudrait de ce que nous dit l'État. C'est-à-dire que l'État lui-même, en 2005, par la Cour des comptes, récemment par des députés, les députés Iborra et Fiat, tous les rapports depuis 15 ans montrent que ce secteur est sous-doté pour moitié. C'est à peu près 5 aides-soignants pour 10 personnes accompagnées. Ouais. On est, voilà, pour les mieux, on peut être à 7 pour 10 à accompagner, quand il faudrait être effectivement autour de 10 professionnels pour 10 personnes accompagnées. Et ce que décrit Jean Arcelin, de la réalité qu'il nous explique du quotidien. Elle est à la fois celle de l'insuffisance effectivement d'accompagnement pour les personnes âgées, elle est aussi celle de la frustration des professionnels, parce qu'effectivement ces professionnels s'engagent dans ce secteur parce qu'ils ont un vrai désir de pouvoir mettre en œuvre une relation avec les personnes âgées, que ce soit d'ailleurs les directeurs, Jean Arcelin en est un exemple, que ce soit les professionnels soignants, mais aussi tous les autres professionnels s'engagent dans ce secteur pour effectivement cette qualité de relation et pour faire le mieux. Et quand on nous explique la pression effectivement des taux d'occupation à 90-95%, il faut bien avoir en tête que c'est la puissance publique qui vous dit si vous n'êtes pas à 95% d'occupation, on vous baisse vos dotations. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans un secteur où on ne vous donne pas suffisamment de budget pour suffisamment de professionnels au quotidien et où on vous explique que si vous êtes en deçà de 95%, on va en plus vous en retirer. Donc c'est ça la réalité. Il faut bien comprendre qu'effectivement, l'ensemble de ce secteur, d'abord le nombre de professionnels, pour l'essentiel, est déterminé par la puissance publique. La puissance publique vous dit, vous avez tant de personnes âgées à accompagner, on vous donne telle dotation, ce qui vous permet d'embaucher tant de professionnels. Sauf que ça dépend des établissements. Vous aviez des personnes qui n'étaient pas en niveau de dépendance extrême, donc vous aviez un ratio aide-soignant personnel pensionnaire qui était à peu près correct, Jean Arcelin, mais dans certaines structures où on a beaucoup de personnes très dépendantes, où il faut du temps pour leur donner à manger, pour les aider, pour les laver, on s'aperçoit que la maltraitance est partout, parce que ce temps-là, il est dépassé. On n'a même plus le temps de la compassion. C'est ça qui est terrible, Romain Gisol. Wendy, parce qu'effectivement, sont intimement liés les conditions d'accompagnement des personnes âgées en établissement et à domicile, une fois encore, et les conditions de travail des professionnels. Je vous rappelle que le manque d'engagement de la part de la puissance publique dans ce secteur se paie par les professionnels de leur santé. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a en fin d'année 2018 comme en fin d'année 2017, indiqué que le seul secteur d'activité en France, toute activité économique confondue, qui voit continuer ces taux d'arrêt maladie et d'accident du travail augmenter, c'est celui de l'aide aux personnes âgées. Oui, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, les professionnels paient de leur santé, leur engagement pour compenser les manques de l'État. Ça veut dire que le système n'est pas bien fait, qu'il marche sur la tête à certains égards. Juste après la pause, vous nous raconterez, Jean Arcelin, par exemple, un petit matin où vous arrivez dans un des établissements et où il manque 5 personnes et vous racontez la réunion de crise que vous provoquez justement et ce que vous disent tous ces personnels qui sont par ailleurs très dévoués, mais ce qu'ils vous disent à ce moment-là est intéressant. À tout de suite sur Europe. On retrouve Wendy Bouchard et ses invités. Je rappelle la question du jour. Faites-vous confiance aux EHPAD ? Non à 83%. C'est énorme. C'est un triste non, 83%. Et on a beaucoup de témoignages. Par exemple,
Annick qui nous dit: le personnel infirmier a tendance à exagérer l'emploi de calmants, ce qui a pour conséquence la transformation des pensionnaires en légumes. Vous l'avez peut-être constaté, Jean On Arsenin. l'a constaté. Je crois sincèrement que nous pouvons avoir confiance dans nos EHPAD. C'est pas parce qu'il y a une brebis galeuse quelque part qu'il faut dénigrer tous les établissements. La plupart du temps, le personnel est compétent et dévoué. Ça, c'est Bricard qui nous dit ça. Il faut une augmentation des salaires des agents et une revalorisation de leur point d'indice, ainsi qu'une vraie reconnaissance de leur statut. Ça, c'est Christine. Oui, je vais donner la parole au standard et vous êtes extrêmement nombreux à nous appeler, à Patrick, à Thierry, à Daniel, à Benjamin, à Delphine que je citais, à Cyrielle également, juste après vous avoir entendu nous raconter ce petit matin, Jean Arsenin. Vous qui publiez aujourd'hui « Tu verras maman, tu seras bien ». Vous avez dirigé pendant 3 ans, dans un changement de vie, 2 maisons de retraite dans le sud de la France, 2 EHPAD, et finalement, vous avez jeté l'éponge, vous avez renoncé face à cette réalité. Un matin, vous voulez savoir pourquoi il manque 5 personnes. Alors vous convoquez une réunion de crise, et puis vous entendez autour de vous, c'est la révolution, parce que vous convoquez les personnels, parce que vous demandez simplement que certains fassent le travail de ceux qui ne sont pas là, Jean Arsenin. Ah mais on va pas faire le travail des soignants, c'est pas à nous de faire ça, mais qui va faire notre job? C'est pas ma faute s'il y a des absents. Et vous concluez le débat en disant: nous travaillons dans un EHPAD dont l'objectif premier est de soigner des personnes âgées vulnérables. Ceux qui l'ont oublié peuvent changer de boulot. Ce matin, moi, j'ai tenu dans mes bras une vieille femme dénudée dont la couche traînait à ses pieds dans un couloir vide. Qu'est-ce que j'aurais dû lui dire? Désolée, madame, ce n'est pas dans ma définition de fonction. C'est ça que vous avez vécu aussi, Jean Arsenin, oui. Parfois dans ce découragement du personnel médical? Oui, ça c'était au début de ma présence de ma direction du 2e EHPAD. C'est une scène qui m'a hanté longtemps. Et avec d'autres. Mais c'était un matin, en fait, j'avais 9 aides-soignantes, et ce qui n'était pas assez. Dans le premier EHPAD, la dotation était... Il y a un ratio qui est intéressant, on peut discuter en fonction du niveau de dépendance des résidents, c'est 1 soignant pour 10 toilettes, pas plus. Et que dans certains groupes, vous avez 12, 15, 20 toilettes, ce qui est absolument, on appelle ça de l'abattage. Moi, j'avais... Dans le 2e EHPAD, 1 soignante pour 12 résidents. Ce matin-là, il manque 3 soignants sur 9, 1/3 de l'effectif. 2 ASP, ce sont les agents d'entretien, qui ont un rôle aussi formidable et que je salue parce qu'elles ne font pas que le ménage, elles font aussi plein d'autres choses. Je fais le tour comme tous les matins, j'arrive à 7h ce matin-là, qui est le début du travail des aides-soignantes. Et j'arrive dans un couloir. Les couloirs c'était un établissement très grand parce qu'il y avait 120 lits. Je fais le tour des étages et il y avait des ailes d'étages où il y avait personne puisqu'il manquait 3 soignants et 2 ASH. Et au fond de ce couloir, je vois une ombre. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? En plus, il y avait une ampoule sur 2 qui était grillée. Je m'avance et je comprends vite qu'il s'agit d'un résident, qu'il s'agit d'une résidente. Et je vois une femme qui devait avoir au moins 90 ans, qui était nue, qui était tremblante, qui s'accrochait à la rambarde qui était dans son dos et qui traînait à ses pieds ses couches qui étaient souillées. Elle avait même les mains pleines de sel. Et elle me regardait avec un regard implorant. Elle était lucide et ça m'a totalement bouleversé. Je l'ai prise dans les bras et j'ai appelé à l'aide. C'est-à-dire que moi, directeur, j'ai appelé à l'aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Le matin, les résidents se réveillent, comme chacun d'entre nous. Eh bien, dans cette aile-là et dans 2 autres de l'établissement, il manquait des soignants. Elle a essayé de se changer toute seule, elle n'y est pas arrivée. Elle a essayé d'enlever ses couches, elle n'y est pas arrivée parce qu'il y a ces élastiques. Et elle a traîné ses couches dans le couloir. Alors, je ne dis pas que c'était le quotidien, mais ce sont des scènes que j'ai vécues. Voilà, c'est vrai. Et je rejoins l'auditeur qui a dit à Julie qu'il ne faut pas dénigrer tous les établissements. C'est vrai qu'il y a des établissements qui fonctionnent parce qu'il y a une implication des équipes qui est formidable et qui réussissent à passer outre le manque de moyens. Et là, je veux vous rejoindre, Jean Arsenin, après ce témoignage bouleversant. Quand on paye 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, 6 000 euros par mois dans certains établissements, c'est intolérable de voir ce que vous avez vu. Et ça existe dans ces établissements où on raque 6 000 euros par mois, Romain Gisdol. Ça existe. Mais ça existe dans toutes les structures, Wendy Bouchard. Et effectivement, vous avez raison, il est juste inacceptable que des gens paient aussi cher. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas tellement que les établissements coûtent cher en termes de coût de fonctionnement, parce que je vous rappelle que, effectivement, la moyenne, vous l'avez dit, c'est 2100 euros par mois, ce qui représente 70 euros par jour. Je vous mets au défi de trouver
un hôtel qui, à 70 € par jour, vous propose autant de prestations que ce qui est proposé par tous les établissements en France. Qu'est-ce qu'on paye pour ce Donc en prix-là, fait, vous nous le direz. problème, c'est pas tellement le coût de fonctionnement de ces structures, c'est ce que sont amenés à payer les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de financement qui fait que on demande aux Français de payer 60% du coût de fonctionnement quand lorsqu'on va à l'hôpital, évidemment, on ne paye pas 60% du coût du séjour hospitalier, sinon personne ne se soignerait. Et quand on a besoin d'une place en crèche, on paye à peu près 10 à 20% du coût. Je vous laisse Donc la le parole, problème, juste après c'est la pause. juste celui du financement. Merci, à tout de suite pour ces témoignages qui nous attendent sur la situation dans les EHPAD aujourd'hui. Le tour de la question sur la vie en EHPAD. Je vais vous donner un site sur lequel vous trouverez toutes les infos sur les aides aux personnes âgées. Pas seulement le choix et les tarifs des EHPAD. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire le pourlespersonnesâgées.gouv. Voilà, sur Pour les Internet. personnes âgées tout attachées. .gouv. Ça, Oui. c'est le site. Et là, on est dans le constat parfois très sombre, mais aussi très lucide, notamment de Jean Arcelin, qui a été directeur d'un EHPAD, de 2 EHPAD pendant 3 ans, et qui publie cet ouvrage « Tu verras maman, tu seras bien » aux éditions XO. Mais avec vous aussi, Romain Gisholm, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, on va entrevoir les solutions, parce que en effet, on est dans un constat terrible. Notre consultation Facebook, 83% de nos auditeurs qui ne font pas confiance dans la situation dans les EHPAD, ça ne peut que aller mieux parce que le constat est répandu. Et qu'il y a Et des réponses, entendu. et qu'il y a des réponses possibles effectivement à cette insatisfaction de l'ensemble des acteurs du secteur. Alors par exemple, c'est une réponse de changer son parent d'établissement si ça ne se passe pas bien. Encore faut-il que ces pensionnaires aient de la famille, mais c'était le cas de votre maman. Merci Delphine d'être avec nous et de témoigner au 3921. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci, vous êtes à l'écoute de cette émission et des témoignages, je crois, rapportés ici par Jean Arcelin. Votre maman, vous l'avez changée donc de structure. Elle était auparavant dans un EHPAD très chic du Val-de-Marne, et puis vous avez décidé de la transférer dans un centre public, un centre communal dans le Val d'Oise. Que se passait-il dans le Val-de-Marne, Delphine, avec votre maman ? Elle a été aussi transférée dans le Val-de-Marne, en fait. Eh bien, nous l'avons mis dans une maison de retraite privée parce que par manque de place aussi dans le public. Oui. Et c'est vrai que l'approche commerciale de l'EHPAD privé nous présentait beaucoup de possibilités de balnéothérapie, kiné, etc., qui en fait m'ont semblé être plutôt des publicités plus que des actes réels, puisque la balnéothérapie, la personne responsable était là en fait quelques jours par mois. Donc évidemment sur son résident, très peu de personnes en profitaient, etc. Et nous l'avons changé, nous l'avons transféré parce qu'il nous semblait qu'il y avait beaucoup de maltraitance aussi à l'égard du personnel travaillant en fait. Surtout, c'est-à-dire beaucoup de stress d'organisation qui n'était pas forcément adapté aux personnes dépendantes. En les faisant tous manger, par exemple, dans un restaurant collectif, ils étaient obligés de déplacer les personnels, les personnels devaient déplacer tous les résidents dans les ascenseurs pour les emmener manger en bas, et ça prenait à peu près 2 heures à midi, 2 heures le soir, donc ils n'avaient plus le temps de les mettre au lit le soir, donc il y avait 5 minutes maximum par résident, même peut-être moins pour les mettre au lit après, c'était très compliqué. Et pourtant, pardon Delphine, dans l'apparat, dans l'image, cet EHPAD était très beau, très bien opulent. Repeint, le hall était repeint tous les 2 ans, c'était parfait. Oui, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'EHPAD dits modernes, justement, qui accueillent comme des hôtels. Mais c'est juste souvent l'apparence. Voilà. Alors par contre, on l'a transféré ensuite dans le public, où on a trouvé un accueil fantastique, avec des équipes de psychologues qui étaient là, sur place, extrêmement disponibles, avec une proposition d'ateliers en PASA, qui sont des ateliers adaptés pour les personnes Alzheimer, ce qui n'a jamais été proposé dans l'autre EHPAD, où on payait plus du double. On payait 4 500 € dans l'EHPAD privé, contre 2 300 € dans l'EHPAD public. Et moi, la question que je pose, quand même, une des personnes avec vous disait que les financements sont les mêmes, l'État finance de la même manière le privé comme le public pour payer les personnels, mais pourquoi un EHPAD public, vu la somme, 2 000 € par mois en plus par résident, c'est beaucoup. Nous, on avait notre père et notre mère, on payait 9 000 € par mois, c'est quand même exorbitant.
pourquoi ils n'en profitent pas pour prendre à leur charge, à leurs frais, du personnel en plus? Romain Gisol, mais est-ce que vous pouvez On répondre? attendrait, Ouais, bien on sûr, c'est la attendrait d'un moindre des EHPAD choses, quoi. privé Ouais. où on paye plus cher d'avoir une qualité meilleure. Or, c'est pas le cas. C'est souvent même le cas inverse, pardon, Jean Arcelin. Oui, vous avez. Mais là, la logique est très simple. Moi, dans le deuxième EHPAD, c'est simple. J'avais besoin de 2 AS en plus, 2 AS et aides-soignants, pardon. 2 en plus, c'est-à-dire 20% de mon effectif en plus, et ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. La logique est toute simple. Vous avez un objectif budgétaire de 15% de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires. Si vous embauchez 2 AS en plus, vous allez gagner 300 000 euros et non pas 400 000 euros. Donc c'est déjà beaucoup d'argent, 300 000, mais ça suffit Mais pas. c'est terrible. Ouais. Parce que ces groupes sont gérés par des actionnaires qui investissent, comme vous l'avez très bien dit, pour de la rentabilité. Donc vous avez un pourcentage fixe, vous avez un budget que vous devez tenir. Et il est hors de question d'embaucher 2 AS en plus, tout simplement, parce que ça n'est pas dans le budget. Ouais, voilà, c'est la limite d'un système, la limite aberrante d'un système, Romain Gisol, pour répondre à la question de Alors, Delphine. pour répondre à la question de Delphine, Delphine fait très bien de rappeler qu'on peut changer de structure si on n'est pas satisfait. Quand on a une famille, il y a 2/3 de résidents qui sont seuls, comment ils font? Pas que vous avez des mesures de protection juridique qui permettent aussi de vous accompagner si vous êtes seul. Enfin bon. Oui. Et puis il y a un certain nombre de structures d'accompagnement qui existent également. Donc toujours garder en tête qu'effectivement ce sont des contrats. Des contrats de séjour, et par définition, un contrat de séjour, ça peut se rompre. Oui, ça peut se rompre et on peut dénoncer par la même occasion des conditions. Et si on n'est pas satisfait, on peut effectivement chercher à trouver quelque chose de plus satisfaisant. Deuxième élément, oui, je vous le confirme, c'est la puissance publique qui va déterminer le nombre de professionnels soignants dont vous disposez, que vous soyez sur une structure privée, associative ou commerciale ou publique. En fait, oui, bien sûr, le secteur commercial a des éléments qu'il doit prendre en compte dans la tarification qu'il propose. Par exemple, il ne bénéficie pas de subventions pour la construction, etc. Donc, de fait, le tarif qui est payé, les 60% qui sont payés par les personnes âgées et leurs familles, vont être plus élevés. Et effectivement, quand Delphine nous rappelle, les lieux étaient beaux, il y avait du joli mobilier. Donc c'est ça qu'on paye, pardon. J'essaie juste de voir la différence entre les 2000 et les 4500 euros. Qu'est-ce qu'on paye? On paye les meubles? Ça, c'est sur le tarif que payent les personnes âgées, donc les 60% du budget. Et évidemment, c'est comme quand vous allez dans n'importe quel hôtel ou restaurant. Oui, quand vous allez dans un Ibis, vous êtes sûr de ne pas avoir tout à fait la même qualité de locaux que quand vous allez au Ritz. Quand vous allez dans un restaurant 5 étoiles, ou 3 étoiles, vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir la même qualité de mobilier, de service et le même choix que quand vous allez dans un hôtel sans étoiles. Témoignage personnel, ma grand-tante est en EHPAD, elle paye 5500 euros par mois. Il lui arrive 2 jours par semaine de rester seule, enfermée dans ses toilettes parce qu'on ne va pas la chercher avec une couche sale. Bouchard, je vous le redis, ce sont deux choses indépendantes. Vous avez un budget, il faut bien comprendre qu'un budget d'établissement, ça se construit à partir de 3 financements. Un financement à peu près à hauteur de 30%, qui est celui de la sécurité sociale, donc de l'État, qui vous permet d'embaucher du personnel soignant, infirmiers, etc. C'est-à-dire les gens qui sont là pour aider les personnes âgées pour leurs toilettes, pour l'habillage, pour c'est cette part manger, du budget que vous etc. voulez augmenter, j'imagine. Deuxième élément, ça va être 10% du budget qui est constitué par la puissance publique, encore une fois, via les départements, qui est l'APA. Et troisième élément du budget, c'est 60% qui sont payés par les personnes âgées et leurs familles. Oui, mais et qui ne peut payer, il paye quoi avec les 60% que effectivement, tout ce qui relève de l'hébergement, c'est-à-dire le mobilier, le joli cadre, ça peut payer également d'autres professionnels, comme des professionnels d'animation sociale, etc. Mais pas les professionnels soignants. Je comprends, c'est en cela que, quel que soit le statut, c'est la puissance publique qui détermine le nombre de professionnels soignants. Et c'est ça qui est absurde, et je vous ferai réagir sur le sujet juste après la pause, Jean Arcelin. Comme ça, vous aurez le temps, et je donnerai également la parole à Benjamin. Merci à Delphine de ce témoignage qui nous fait avancer sur la situation dans les EHPAD aujourd'hui. À tout de suite. Toujours sur le même sujet, tiens, j'ai ce message de Malou. J'admire le travail du personnel. Par contre, je me demande où vont les presque 3000 euros par mois. Car à part le lit et les repas, je voudrais savoir ce qu'on paye. Jean Arcelin, pour réagir, ça va dans le même sens que ce qu'on disait il y a un instant. Jean Arcelin qui publie Tu verras, maman, tu seras bien aujourd'hui aux éditions XO. Mais Monsieur Gisol m'a raison. L'État, on va dire l'État de manière générale, finance pour un tiers, ça peut même aller jusqu'à 40%, on va dire 35%, de tous les EHPAD, y compris les EHPAD commerciaux. Ça sert à payer le personnel soignant et une partie de la dépendance. Mais
c'est ça qui est intéressant. Rien n'empêche les établissements privés commerciaux d'embaucher du personnel en plus. Que paieraient les Quand résidents. vous facturez, comme cette C'est ça, dame l'a très bien, elle a dit justement, comme votre grand-tante, vous payez 5 000 € par mois. Alors j'imagine que le loyer doit être un peu cher, etc. Mais quand même, rien c'est n'empêche ces établissements commerciaux d'embaucher davantage de personnes. Rien ne les empêche de dépenser plus d'argent pour l'alimentation, puisqu'ils facturent des prestations 2 fois plus chères que le secteur public. Donc il faut bien avoir ça en tête. Le luxe, en fait, le vrai luxe, ça n'est pas un joli hall bien décoré, bien propre, parce que le vrai luxe, ça n'est pas la balnéothérapie. Ça, c'est amusant, mais c'est le cynisme de ce marketing-là. On dit, vous voyez, il y a la balnéothérapie, mais on sait très bien qu'elle n'est jamais utilisée. Pourquoi ? Parce que déjà, ça pose des problèmes d'hygiène très importants, et ensuite, il faut un soignant pour un résident. Donc vous imaginez, le ratio c'est 1 pour 10, pour 15, pour 20. Donc la balnéothérapie, on oublie d'ailleurs dans tous les... Oui, et Jean, pardon, là où je peux vous contredire, c'est que le hall d'accueil, le côté justement agréable, etc., c'est pas mal aussi parce que ça permet aux familles de venir de manière plus agréable. On va rencontrer son parent dans des conditions qui... Voilà, ça sent pas cette odeur terrible que vous racontez aussi dans ces mouroirs d'antan. C'est plus agréable aussi. Alors c'est plus agréable et ça a été très bien, ça a été très intelligemment compris par les groupes commerciaux qui ont une puissance marketing très forte, c'est de rendre ce hall attractif. Oui. Parce que ce hall attractif, il doit plaire aux familles plus qu'aux résidents. C'est ça la logique marketing. Donc vous rentrez, c'est joli, tu verras maman, tu seras bien. Mais au quotidien, votre grand-tante, elle ne vit pas dans le hall toute la journée. Quand on pousse la porte de la chambre, c'est très beau, mais elle est toute seule. Et moi je dis que le vrai luxe, alors bien sûr avoir un hall accueillant, mais ça coûte rien. C'est ça. En fait, ça coûte rien de repeindre un hall. Ce qui coûte de l'argent, c'est d'embaucher du personnel. Ce qui coûte de l'argent, c'est de nourrir des résidents. Vous voyez ? Benjamin est avec nous depuis la Savoie au 39-21. Ensuite, on entendra Paola, Patrick, Béatrice. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Merci de venir témoigner dans cette émission sur un sujet qui vous sensibilise, car vous avez, je lis, travaillé en EHPAD il y a quelques années. Vous avez arrêté Ouais, j'ai arrêté parce que du coup, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi de continuer. Il y a des choses en fait qui se passent dans les EHPAD que les gens peuvent imaginer. En fait, j'étais animateur moi dans une EHPAD, animateur remplaçant en fait sur un CDD et du coup en fait le personnel soignant est trop peu en fait. Il y a trop peu de personnel soignant, il y a trop peu de gens pour s'occuper de ces personnes. Et le problématique, je prenais l'exemple d'un repas parce que du coup je trouvais ça assez hallucinant. Les gens qui ne peuvent pas manger, du coup on leur fait une espèce de bouillie, voilà. Et cette bouillie est mélangée. Donc ça veut dire que d'un côté il y a les carottes et d'un autre côté il y a la viande. Sauf que du coup tout ça est mélangé ensemble. Donc en fait ils n'ont pas le choix. Donc le personnel soignant qui n'a pas le temps du coup de leur donner à manger, puisque du coup c'est un peu du gavage d'oie, du coup leur donne à manger comme ça, allez on y va. Et du coup un jour j'arrive en réunion et je pose une assiette sur la table et je leur dis à tout le personnel, je leur dis mais vous vous rendez compte que du coup au niveau de la dépendance et de l'indépendance aussi, parce que du coup l'idée c'est aussi qu'ils peuvent aussi faire des choix, qui continuent. Bien sûr. Il y a le temps. Voilà, c'est ça. Et du coup, de prendre juste un tout petit peu de temps pour leur demander. Et du coup, j'ai fait l'expérience moi-même, du coup, sur un temps long de travail, en disant, je vais essayer de donner à manger. Et la personne ne parlait pas, elle me montrait. Et du coup, j'avais mis d'un côté la purée de carottes et de l'autre côté de la viande. Et du coup, elle me montrait. Donc, effectivement, ça prend plus de temps. Sauf qu'au niveau de la prise en charge et au niveau du sentiment de satisfaction de cette personne-là, on la met pas dans un mouroir, comme disait le monsieur tout à l'heure. On les met pas dans un mouroir, mais on les met dans un lieu où du coup il y a quand même un peu de la vie. De la vie, voilà. Animer, ce que disait Jean Arcelin, c'est ça, de la vie. Ouais. Et puis surtout, n'oublions pas, Benjamin, que toutes ces personnes-là sont potentiellement nous demain et que parfois on oublie un petit peu trop ça et qu'on considère que ce sont des aînés, des aïeux qui ont fait leur temps avec un sentiment, assez dégueulasse parfois. Benjamin, merci de ce témoignage-là.
tout ce que je lis et ce que j'entends aujourd'hui aussi, Jean Arcelin, me fait penser, moi j'ai une petite fille aussi, au nourrisson, on est dans un cycle de dépendance aussi. Quand on passe 5 minutes à donner à manger à un résident, c'est le quart du temps qu'il faudrait passer avec eux. C'est comme si on ne donnait pas à manger à son bébé, et vous expliquez que 30% des résidents sont dénutris d'ailleurs, et ça, en tout cas c'était ce que vous aviez vu dans vos établissements. Ça c'est public, hein. Vous lisez les études, vous avez entre 30 et 40% selon les études des personnes âgées qui sont dénutries. Moi j'ai fait souvent, pour aider les AS, pour aider les aides-soignantes, j'ai nourri des personnes dépendantes. Et vous, le directeur, vous avez pris ce temps-là? Oui, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait ça. Ça prend à peu près 20 minutes, et encore, parce que les personnes dépendantes, bien sûr, mangent beaucoup plus lentement, elles ont des problèmes de déglutition, elles peuvent faire des fausses routes, donc ça prend un temps infini. Donc quand les aides-soignantes, effectivement, ont 5 minutes, c'est impossible. Ça prend du temps. Ça veut dire aussi, Romain Gisholm, que quand on arrive pour choisir son établissement, et Julie vous rappelait le site tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas s'installer devant le directeur et dire, bon, soyons clairs, c'est beau, c'est propre, etc. Mais il y a combien d'aides-soignants par résident? Essayez de comprendre justement l'organisation du corps médical, ce fameux ratio, pour savoir. Alors, soignants, entre autres, parce que l'enjeu, et Benjamin l'illustre bien. Merci de ce témoignage qui rappelle combien les professionnels travaillent à faire le mieux possible compte tenu de ce qui leur est possible et des moyens qui leur sont attribués pour accompagner les personnes âgées. Parce que le vrai enjeu, il a raison, c'est l'aide à l'autonomie. Donc c'est à la fois effectivement permettre aux gens de faire par eux-mêmes. Et là, c'est notamment pour l'aide à la toilette, pour l'aide à l'habillage, pour manger, c'est effectivement des personnels soignants. Mais aussi le vrai enjeu, c'est de continuer de permettre à ces gens de se réaliser. Parce que chacun de nous, ce matin, nous nous sommes levés, nous nous sommes habillés et nous nous sommes lavés, nous allons faire un peu autre chose de notre journée. Oui. Et donc l'enjeu, il est aussi de développer d'autres professionnels, notamment de la vie sociale, de l'animation de la vie sociale, etc. etc. Et pour rejoindre ce que vous disiez, Wendy Bouchat, la question, elle est donc bien celle, effectivement, de comment nous considérons les personnes âgées dans notre société. Parce que il est clair et ça, l'Organisation mondiale de la santé l'indiquait dans un rapport fin 2015, nous sommes dans une société extrêmement discriminante à l'égard des personnes âgées. Nous sommes dans une société agiste. Il faut le voir. Nous sommes dans une société qui reconnaît très bien, effectivement, les discriminations par rapport au sexe, et pas par rapport à l'âge aujourd'hui. Exactement, et pas par rapport à l'âge. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ce qui explique aussi que depuis 15-20 ans, la puissance publique n'est pas autant investi l'aide aux personnes âgées et engagé notamment les moyens financiers nécessaires pour mieux aider les personnes âgées au quotidien, en établissement et à domicile. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi parce que depuis 15-20 ans, ce secteur est extrêmement patient et que les professionnels sont extrêmement patients, comme les personnes âgées et les familles, qu'en début d'année 2018, l'ensemble des organisations syndicales soutenues par l'ADEPA ont engagé des grèves comme il n'y en avait jamais eu dans ce secteur auparavant, pour demander au président de la République d'enfin mettre en place ce que l'État annonce comme mesures nécessaires lui-même. Eh bien, on va entrevoir les solutions avec vous, Romain Gisholm, Jean Arcelin, avec le témoignage dans un instant d'Émilie qui est aide-soignante, celui de Patrick qui nous écrit de Vaux-le-Pénil. Mon papa est en EHPAD, ma maman y a passé 9 ans. C'est un boulot magnifique et les gens y font un travail formidable. Ils ont beaucoup de mérite. Ça doit être très dur, surtout ne pas diaboliser les EHPAD. C'est pas ce que nous faisons. On essaie juste de savoir ce qui se passe pour tout changer demain par humanité, par dignité. À tout de suite sur Europe 1. Le tour de la question sur la vie en EHPAD entre dévouement et maltraitance. Avec l'urgence, ma chère Julie, de repenser notre rapport à la vieillesse, à l'indépendance en France. Vous rappeliez les préoccupations du moment et l'adresse que vous envoyez au gouvernement. Romain Gisholm, comme directeur de l'ADPA, Association des directeurs au service des personnes âgées. Jean Arcelin, vous vouliez réagir à la question que je posais, juste savoir comment bien choisir son établissement. C'est aussi s'installer devant le directeur et demander quel est le ratio, par exemple, aide-soignant, pour savoir s'il y a le parent que l'on place
sera bien encadré, bien entouré, bien accompagné. Oui, mais alors le directeur que vous aurez en face de vous, qui est un bon commercial normalement, va pas forcément vous raconter la vérité. C'est pour ça que moi, je demande, l'État a quelque chose à faire qui est tout simple, qui ne coûte rien, c'est d'exiger de la transparence. Toutes les familles doivent savoir sur ces brochures commerciales qui sont souvent trompeuses, précisément des informations légales sur le nombre de soignants par résident. Qu'est-ce qu'on fait réellement en animation? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Quel est le budget quotidien dégagé pour l'alimentation? Qu'est-ce qu'on fait réellement dans ces soi-disant structures Alzheimer? Les prestations en EHPAD doivent être des mentions légales, ce qui vous permettra de comparer. Et vous n'aurez pas besoin de demander au directeur qui vous dira pas forcément la vérité parce qu'il est obligé de vendre son établissement. Cette transparence, elle est fondamentale et elle fera beaucoup avancer et rendra service aux familles. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, je pense que l'un des meilleurs conseils, c'est de dire aux gens de surtout pas voir dans un premier temps le directeur. C'est d'aller voir dans l'établissement et de voir comment on s'y sent, comment les gens y sont. Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'on a envie d'y rester? Est-ce qu'on pourrait y habiter? Et y aller surtout avec la personne concernée elle-même. Sa mère, sa grand-mère, son grand-père, etc. Avec la personne concernée. Et lui demander, voilà, comment tu te sens? Et après, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments de contrat de séjour, de livret d'accueil, etc., qui permettent d'avoir plus de détails et ensuite prendre contact, effectivement, si on a le sentiment qu'on peut avoir envie de rentrer dans cet établissement. Mais on vous laissera visiter comme ça avec votre grand-père. C'est un des éléments qui vous permet aussi de sentir un petit peu comment ça se passe. Si on vous laisse visiter, ça paraît peut-être plus sympa. Alors, il y en a Caroline sur ce point-là qui nous écrit de Vendée, la Tranche-sur-Mer, qui dit qu'il existe au sein des EHPAD des conseils de la vie sociale qui permettent aux résidents et aux visiteurs de donner leur avis pour justement améliorer la qualité de vie des résidents. Et avec nous, Émilie, en ligne au 3921. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, vous êtes agent de soins, mais vous êtes aussi aide-soignante. Ça veut dire que vous avez une qualification, mais que finalement, quand on travaille dans ces lieux-là, on fait tout pour le bien-être des résidents quand on le peut? Oui, quand on le peut. C'est ça le problème, c'est que même non diplômés, on est là pour eux. Et parce qu'il n'y a pas de personnel. Nous, on est 4 pour 170 résidents, dont une infirmière qui est obligée de tout gérer. 4 pour 170 résidents. Oui, il y a 2 établissements différenciés, mais où on est obligé d'intervenir s'il y a un problème dans l'établissement d'à côté. Mais comment vous faites alors? Comment vous faites face aux cadences qu'on exige de vous? On n'a pas le choix, on tire. Et moi, là, pour le moment, je suis en burn-out parce que je ne peux plus, je ne reconnais plus mon métier. Ouais. On demande de l'aide et personne ne nous écoute, en fait. Vous demandez de l'aide à qui? Vers qui pouvez-vous vous tourner aujourd'hui, Émilie? On essaie de se tourner vers les directeurs, mais ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ils prennent tout et n'importe qui pour avoir des gens. On a des gens qui ne sont pas qualifiés comme moi, mais qui n'ont jamais vu de personnes âgées nues, qui ne savent même pas la prendre en personne, quoi. Ils ne savent pas comment faire. Et c'est très compliqué. Quand il y a des urgences, on est obligé de se débrouiller. Parce que, on appelle les médecins. Mais moi, je travaille la nuit. Mais la nuit, c'est compliqué. Il faut surveiller tout le monde. On a des gens qui n'ont pas à être dans des lieux pareils. Ils devraient être dans des lieux spécialisés. Même si on a un service fermé, c'est compliqué. On a des gens qui n'ont pas à être ici. On a des gens très, très dépendants qui ont besoin d'un suivi total et on ne peut pas être avec eux. Oui, il faut une formation. Alors, le fait est que quand on n'a pas justement assez de personnel, Jean Arcelin, est-ce qu'un directeur de maison de retraite peut dire, on va donner une qualification supplémentaire à Émilie, par exemple, avec une revalorisation de son métier, une rémunération supplémentaire pour exercer ces doubles tâches? Est-ce que vous avez cette possibilité, vous, comme directeur? On n'a pas cette possibilité, c'est-à-dire qu'il y a des formations officielles et légales qui sont disponibles. Il se trouve qu'il n'y a pas suffisamment de personnel qualifié. Et donc le système D, c'est ce que dit Émilie. Émilie, elle a la fonction de faisant fonction en EHPAD à ce jour. Dans l'EHPAD que je dirigeais, je le sais de source sûre puisque j'échange toujours avec certaines personnes de cet EHPAD, un quart des aides-soignants sont des faisants fonction, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune qualification médicale, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'aide-soignant. Oui, sauf que Émilie, vous n'êtes pas rémunérée pour ça, vous n'êtes pas qualifiée pour ça, vous voulez bien faire avec le cœur les choses, mais j'imagine que quand vous rentrez chez vous, et voilà pourquoi vous êtes en burn-out, que vous vous regardez dans le miroir et vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de bon, d'utile aujourd'hui? Vous valorisez quand même, Émilie, parce que vous faites un travail magnifique.
Oui, j'aime mon métier. J'ai toujours aimé mon métier. Mais là, en ce moment, j'arrive plus à l'accepter. Parce que pour moi, c'est de la maltraitance. Je me reconnais plus. Quand je rentre chez moi, je me dis, mais j'ai pas fait ça. Puis j'aurais dû faire comme ça. Puis pourquoi j'ai pas fait ça? Ah ouais, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a une dame qui a chuté. Donc, elle m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai laissé les autres seuls. Et c'est la course. C'est la course. Moi, je suis la nuit, des fois, on a 15 minutes de pause. Juste le temps de boire un café. J'ai des nuits où c'est dommage à dire, mais j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, ça sonne, on est là pour eux, ça c'est sûr, on est là pour eux. Si je vous comprends, on n'a même plus le temps de la compassion, de l'empathie et de l'humanité. Non, moi il y a des fois je rentre, je pleure parce que je me dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Moi, j'ai pas fait ce métier-là pour ça. J'ai fait ce métier-là pour les accompagner. C'est des gens, ils ont travaillé toute leur vie. Il y en a, ils ont fait des métiers très durs. Ils sont là pour qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils ne peuvent plus eux-mêmes, dont des personnes qui n'ont pas de famille. Mais on est leur famille à eux. Parce qu'en fait, ils nous voient plus souvent que leur propre famille. Moi, j'ai une résidente qui m'appelait « T'es ma fille », parce que je te vois plus que mes propres enfants. Je t'aime, t'es mon rayon de soleil. Et ça touche. Et je me dis, je peux pas faire plus pour vous, quoi. Émilie, votre témoignage est bouleversant et si vous voulez bien, puisque nous avons beaucoup de témoignages encore à vous livrer, on va prolonger un peu cette émission, le temps de la météo et du journal, et puis on laissera encore le temps pendant un petit quart d'heure pour vos réactions et pour entrevoir les solutions. Surtout, c'est important de parler positif. Merci beaucoup Émilie, bon courage pour votre situation du moment et à tout de suite avec nos invités. Wendy Bouchard. Oui, car une fois n'est pas coutume, compte tenu du nombre de témoignages que nous avons et du sujet de sensibilité, de préoccupation qui concerne l'aide aux personnes dépendantes avec ces problèmes d'humanité et d'indignité dans un certain nombre de ces établissements, de ces structures d'accueil. On va prolonger un petit peu la réflexion avant de parler du changement d'heure aujourd'hui. Nous sommes avec Jean Arcelin qui publie ce jeudi « Tu verras maman, tu seras bien » aux éditions XO et vous racontez votre expérience pendant 3 ans de directeur d'EHPAD dans le sud de la France, avec cette nécessité pour vous de s'insurger contre ces entreprises qui, écrivez-vous, par souci d'économie, laissent parfois nos vieux trop souvent seuls et livrés à eux-mêmes. Je voudrais que vous réagissiez avec Romain Gisolme qui dirige l'association des directeurs au service des personnes âgées, sur ce témoignage bouleversant d'Émilie qui est aide-soignante par nécessité mais qui est au départ agent de soins, qui n'a pas de qualification et qui disait voilà, quand je me retrouve face à une dame qui me considère comme sa fille, qui me dit je t'aime, que je suis son rayon de soleil et que je la maltraite moralement parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper et que je ne suis pas qualifiée, elle est en burn-out, elle n'arrive plus à se regarder dans le miroir. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je voudrais dire à Émilie de prendre soin d'elle parce qu'un burn-out c'est très sérieux. Ensuite, il ne faut pas rester sans qualification. Il faut faire cette formation d'aide-soignante qui est très accessible, qui dure 9 mois. C'est 9 mois d'investissement, mais c'est la garantie d'avoir un emploi à vie. Après, on peut devenir, même après 3 ans d'activité, on peut devenir infirmier. Et j'insiste, enfin j'en profite parce que pour rendre hommage à ces femmes, parce que ce sont des femmes à 90%, qui font un travail pour une très très large majorité absolument admirable. Moi j'ai vécu, alors je voudrais aujourd'hui susciter des vocations parce que la France est touchée par un chômage de masse. Les personnes qui ont plus de 50 ans ne trouvent pas d'emploi, peuvent se requalifier et être aide-soignant, c'est peut-être difficile, mais c'est aussi un métier absolument magnifique où on vit des moments absolument lumineux. Vous racontez les personnalités que vous rencontrez. On rentre le soir chez soi avec un sentiment d'utilité absolument formidable. Et quand on a rendu le sourire à une personne âgée, quand une personne âgée, c'est vrai, comme le dit Émilie, vous appelle sa fille, et quand c'est vrai, les soignants sont plus présents que les proches, eh bien, c'est quelque chose qui vous nourrit et qui donne un sens à votre vie. Moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui hésitent et qui cherchent une reconversion professionnelle à faire ce métier parce que il faut pas dresser un tableau trop noir non plus des EHPAD et de cette activité d'aide-soignant parce qu'il n'y a pas que les toilettes, il y a bien d'autres choses. Il y a des ateliers d'animation, il y a des ateliers d'accompagnement des résidents et il y a des animations qui sont absolument formidables. Et je salue d'ailleurs des aides-soignantes que j'ai trouvées absolument merveilleuses, qui se reconnaîtront, qui s'appellent Nadia, Michel. Enfin, je pourrais toutes les citer et il faut vraiment rendre hommage à ces femmes qui font un travail formidable.
et aussi à ces aidants qui aident aussi dans ce quotidien. Julie, vous avez un témoignage. Un témoignage, oui, de Françoise de Meudon. Je suis aidante dans un EHPAD. Nous sommes un groupe d'une quinzaine de personnes. On fait un planning pour donner les repas midi et soir à un ami qui est dépendant suite à un AVC. Nous sommes conscients que les aides-soignants ne peuvent pas passer 1 heure avec un patient. Voilà, il y a aussi ce système D de la part des aidants, Romain Gisol, qui s'organise dans ces structures. Qui peut être utile si c'est un choix. Voilà, mais qui n'est pas durable. Mais là, le risque, c'est qu'effectivement, les familles, là aussi, compensent le fait que l'État ne donne pas suffisamment de dotation pour qu'il y ait suffisamment de temps de professionnels. Et le témoignage d'Émilie est bouleversant parce qu'ils disent qu'il n'y a plus de tolérable aujourd'hui. Des professionnels qui sont complètement épuisés, d'ailleurs, quels qu'ils soient. Ça vaut pour les soignants comme pour les autres professionnels, aussi, hein. Les directeurs, ça n'est plus tolérable. Et qui, en plus de cela, sont culpabilisés de ne pas faire aussi bien qu'ils le devraient. Oui. Et c'est en cela que la situation n'est absolument plus tolérable et qu'il convient rapidement de la part de l'État d'engager des mesures très concrètes. Mais qui alors? Le ministère de la Santé? Mais très clairement, l'État lui-même. Oui. Parce que le président de la République lui-même a promis une loi autonomie dès 2019. Oui. Enfin, la loi d'autonomie, ça va, on ne veut rien dire. Nous, ce qui nous intéresse, en effet, c'est le quotidien. Dans ce quotidien parce que cette loi, celle qui est attendue depuis 15 ans d'ailleurs dans le secteur, si ce n'est pas 20, elle a vocation à 2 choses. 1, augmenter le temps de professionnel auprès des personnes âgées, que ce soit en établissement ou à domicile. D'accord. Et 2, réduire les coûts payés, qui est l'une des questions que posent aussi régulièrement les Français. Et pourquoi on l'attend depuis 15 ans, cette loi, Romain Gisol? Parce qu'il n'y a pas... On n'a pas vu la situation venir du vieillissement. Parce que clairement, nous sommes dans cette société discriminante à l'égard des plus âgés, que les plus âgés ne sont jamais une priorité dans notre société, et que donc ils passent toujours après d'autres priorités politiques. Sauf que aujourd'hui, ça n'est plus possible. La démographie est ce qu'elle est et donc elle nous imposera de devoir réfléchir à ce tournant pour mieux accompagner les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis, vous le dites, c'est un vrai sujet de société. Vous avez plein d'appels d'auditeurs sur la consultation qu'a lancée l'État, la grande concertation nationale Grand Âge et Autonomie qui doit rendre ces conclusions-là incessamment sous peu. Plus de 400 000 participants sur la plateforme numérique. On voit que c'est un vrai sujet de société qui touche à la fois les personnes âgées, leurs familles et des professionnels. Et il est clair qu'il y a un vrai enjeu politique, je termine juste sur cela, il y a un vrai enjeu politique pour l'État à répondre à l'issue de cette concertation grand âge avec des mesures très concrètes dès 2019. Là, je rebondis sur ce que disait Jean Arcelin sur le chômage de masse et donc soyez aides-soignants demain. Wendy Bouchard. Mais qui va les employer? Parce qu'effectivement, si l'État ne sait pas répondre très concrètement à la concertation grand âge, il y a fort à parier que les Français donneront assez peu de crédit à l'issue possible du grand débat national. Et donc il est extrêmement important que l'État montre que quand il lance une grande concertation, il est capable d'entendre et d'apporter des réponses très concrètes dès 2019. Julie ? Il y a un témoignage qui confirme ce que vous venez de dire. Xavier nous dit « L'État fait beaucoup pour la jeunesse. L'école est gratuite pour tous, la jeunesse qui est l'avenir du pays, mais laisse tomber ces vieux qui ne sont pas utiles à la société. Alors à quand une prise en charge gratuite des personnes âgées ? Eh bien, c'est une question fondamentale parce que, effectivement, ce secteur de l'aide aux personnes âgées, d'abord, il est plein de sens. Et effectivement, on peut s'y épanouir. Et donc, il faut inviter les gens à s'y engager. Et il faut les inviter parce qu'ils se verront proposer des mesures, effectivement, et des conditions de travail correctes et des rémunérations correctes. Ce n'est pas le cas pour le moment. Et deuxième élément, ça peut être un superbe facteur de cohésion sociale parce que c'est créer, effectivement, des centaines de milliers d'emplois et notamment pour les plus jeunes d'entre nous. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble, non ? Exactement. Voilà. Joël nous écrit de Bourges. J'ai été aumônière dans un EHPAD. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour améliorer la vie des gens sur place. Je l'ai constaté. Je vous lirai le témoignage de Sylvie d'Annecy et on donne la parole juste après la pause à Béatrice pour quelques minutes encore ensemble. La vie en EHPAD pour les résidents, pour les soignants et pour les proches. On en parle encore pendant quelques minutes avec Wendy Bouchard et ses invités. Avec un accueil, avec des soins, des prix à géométrie variable et la responsabilité de l'État dans tout ça pour prendre mieux en charge la dépendance et ces personnes âgées avec l'humanité. On nous le décrit beaucoup et nous avons des politiques qui sont chantres de cela, le vivre ensemble, la dignité, la considération. Oui, mais nous, on aimerait bien savoir comment ça se passe sur le terrain avec les solutions que vous attendez aussi et que vous mettez en lumière, Jean Arcelin, vous qui publiez
Tu verras, maman, tu seras bien chez XO Édition aujourd'hui. Oui, il faut trouver des solutions. Alors, il y a des solutions à plusieurs niveaux. La première, déjà, je pense qu'il faut libérer la parole, comme vous l'avez fait ce matin, et c'est formidable. Je vous remercie vraiment. Merci à vous. La deuxième, c'est de créer un vrai label de qualité objectif des EHPAD. Ensuite, il faut susciter des vocations, comme on vient de le faire, parce que j'ai personnellement vécu les plus beaux, les plus terribles et les plus beaux moments de ma vie en EHPAD, au contact de ces personnes qui sont en fin de vie, mais les fins de vie sont parfois totalement lumineuses. Moi, j'ai eu vraiment des souvenirs merveilleux. Créer des vocations. Ensuite, il faut déverrouiller ce secteur. Déverrouiller ce secteur, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place. L'État doit investir. L'État doit investir. Alors, l'État a besoin d'argent. Je propose, je ne vais pas décliner tout ça maintenant, mais je propose de nouvelles façons de financer ça dans un plan d'action qui est à la fin du livre, hein, c'est pas l'objet du livre, mais les 20 dernières pages du livre sont des conseils pratiques pour les familles et des solutions pratiques. Et enfin, je pense que la société civile, là je m'adresse à tout le monde, je les appelle les colibris parce qu'il y a la légende du colibri, on peut tous faire quelque chose, on peut tous rendre visite à un proche, on a besoin de bénévoles dans les EHPAD, et plus il y a de bénévoles dans les EHPAD, plus les EHPAD sont ouverts sur la société. Et ces personnes âgées, moi ça m'a bouleversé parce que j'avais l'impression, 2/3 de mes résidents n'avaient pas ou peu de visites, qu'à partir du moment où vous n'êtes plus utile, vous n'êtes plus performant, vous ne rapportez plus rien à la société, au contraire vous coûtez de l'argent, eh bien vous n'êtes plus intéressant du tout et vous êtes enterré vivant. Donc la société civile a un rôle fondamental à jouer. Il ne faut pas oublier la valeur, la richesse, tout ce que nos anciens nous ont apporté. Hein, nos anciens, c'est tout, on leur doit tout. Hein. Et ce que je dis dans le livre, c'est que avoir la mémoire courte, c'est une neuropsychopathologie guérissable. Oui, c'est très beau, votre injonction douce, Jean Arcelin. Sylvie d'Annecy nous écrit: ma maman de 98 ans est dans un EHPAD, il faut quand même être présent en permanence et tout vérifier. Certaines équipes sont parfaites et on les félicite, mais d'autres sont dilettantes et il y a souvent un manque de respect pour les résidents. Pour qu'il n'y ait plus jamais ça, on a entendu un directeur de maison de retraite il y a quelques jours, au gré d'un procès d'une aide-soignante qui avait été accusée de maltraitance, dire à la limite, si les familles veulent installer des caméras de vidéosurveillance dans les chambres des résidents pour voir si tout va bien, faisons-le pour dénoncer. D'abord, ça paraît absurde d'en arriver là, mais par exemple, ça permettra de faire la lumière et de casser, de briser tous ces problèmes d'omerta. Ce qui permettra réellement, alors, il peut y avoir ce type de mesure, mais enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on vaccinera en hiver ou qu'on climatisera en été ou qu'on mettra des caméras de surveillance que la situation de l'aide aux personnes âgées dans son ensemble, c'est-à-dire en établissement et à domicile, pour l'ensemble des acteurs, les familles, les professionnels et les personnes âgées elles-mêmes, changera. Fondamentalement, ce qui convient effectivement d'engager, c'est une réforme profonde, un changement à la fois du modèle d'accompagnement, les établissements et les domiciles qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. On le voit bien, 83% de vos éditeurs ne veulent pas aller en établissement, hein, donc ça ne marche pas. Donc il faut trouver autre chose, donc une réforme profonde du modèle d'accompagnement et une réforme profonde du modèle de financement. Et ça passe par 3 mesures. D'abord, un engagement fort et un propos fort de la part de l'État contre la discrimination par l'âge. Donc vous l'attendez sur la loi autonomie. Le président de la République a eu des propos très forts sur les questions de sexisme autour du phénomène MeToo, etc., autour de l'antisémitisme que nous avons connu bien malheureusement ces derniers jours. Il faut qu'il puisse avoir un discours fort contre cette discrimination par l'âge. Ça, c'est la revalorisation sociale. Deuxième élément, une revalorisation salariale. Oui, il faut augmenter les salaires dans ce secteur. Je vous rappelle que l'État, fin 2017, a refusé de valider une augmentation de 0,44% des salaires de l'aide à domicile, alors que les salaires moyens dans l'aide à domicile sont sous le SMIC. Alors que vous dites en plus, dernier élément, Wendy Bouchard, ce qui va régler clairement la situation, c'est que l'État, à l'issue de cette concertation, dans le cadre de la loi 2019, crée à moyen terme, il avait été envisagé un cinquième risque. Nous préférons à la DEPA parler de prestation autonomie. Créer cette prestation autonomie, investissent 10 milliards d'euros à peu près, c'est les sommes qui circulent aujourd'hui,
pour créer de l'emploi et du coup augmenter le temps de professionnel et réduire les coûts pour les personnes âgées et leurs familles. Il faut bien comprendre qu'engager de l'argent dans ce secteur, c'est de l'investissement. Oui, on engage des 10 milliards à peu près, mais c'est autant de recettes par ailleurs que nous récupérons. Moins d'arrêts maladie, moins de chômage, etc. Et puis un cercle vertueux c'est un et des échos investissement. positifs. Voilà. Pour terminer, Jean Arcelin. Oui, juste sur la vidéosurveillance, je trouve ça tout à fait essentiel et là, si vous me permettez, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que ça changerait radicalement la condition des personnes âgées. Le témoignage, enfin la vidéo insoutenable qu'on a vue sur cette femme de 98 ans tirée par les cheveux dans un EHPAD, on a vu ça dans le Parisien, ce témoignage a été possible simplement parce qu'une famille a mis en place une vidéo dans la chambre de cette présidente. Il faut absolument, moi je suis tout à fait pour, vous savez, on dit on ne peut pas filmer les collaborateurs sur leur lieu de travail. Une dame qui est agente de caisse au supermarché, elle est filmée 24 heures sur 24. Une dame qui travaille dans une banque, elle est filmée 24 heures sur 24. Mais la vieille dame ou le vieux monsieur, est-ce qu'ils sont aussi d'accord pour être filmés? C'est aussi ça la question, Jean Arcelin. C'est est-ce que les vieilles dames ou les vieux monsieur sont d'accord? Et puis deuxième élément. Tout le monde sera d'accord. C'était un cas exceptionnel. Excusez-moi, Jean Arcelin, c'était un cas exceptionnel. Ce n'est pas un cas exceptionnel. Et tant mieux s'il a été arrêté pour ce moyen-là. Ce n'est pas un cas exceptionnel. J'ai été confronté 2 fois à des cas de maltraitance physique. Donc j'ai géré 2 EHPAD, 2 cas. Donc il y a 7500 EHPAD en France. Donc on peut considérer qu'il y a des milliers de personnes âgées qui sont chaque jour physiquement maltraitées. Alors il ne faut surtout pas réduire, le personnel soignant à la maltraitance, puisque je pense que 99% des soignants sont maltraitants. 99,9%, je dirais. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et la nuit, vous savez, moi j'ai mis une vidéosurveillance et j'ai découvert qu'une de mes 2 soignantes la nuit, déjà j'avais 2 soignants pour 120 résidents. Alors j'avais des équipes de nuit qui étaient formidables, mais il y a des roulements. Et il y a sur les 2 soignants, il y avait une soignante qui faisait une grande partie de la nuit ses lessives. Voilà, elle faisait une douzaine de lessives. Voilà, j'ai découvert avec la vidéosurveillance que une des 2 soignantes tenait un pressing à mi-temps. Jean Arcelin, vous avez raison, il peut exister des dysfonctionnements individuels, mais ils ne disent rien dans le fonctionnement global. D'ailleurs, sur cet établissement, c'est un personnel qui est mis en cause. Je voudrais terminer par le témoignage de Christine de Villeparis, qui a une maman dans un EHPAD formidable, avec un personnel extrêmement dévoué aux petits soins, nous écrit-elle. Chaque fois que je lui rends visite, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui viennent vérifier qu'elle va bien. Eh bien, tant mieux. Et on aimerait que tous les EHPAD demain soient comme celui-là. Et c'est l'essentiel des cas. Merci Romain Gisol, mais merci Jean Arcelin. Je recommande vraiment la lecture de votre ouvrage. Merci à vous de vous intéresser à cette cause SINOP. Merci de votre parcours. Tu verras, maman, tu seras bien aux éditions XO Documents. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur le changement d'heure et l'Europe qui veut remettre les pendules à l'heure, justement.